Merci pour cette invitation et cette occasion de venir présenter des travaux bordelais à Clermont. Donc je remercie Fabien et Geoffrey pour tout le travail qu'ils font, bien entendu à Clermont, mais aussi au niveau national. Ils ont développé quelque chose qui n'existait pas et c'est tout à leur honneur et c'est du travail et ça ouvre des pistes pour d'autres, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on avait discuté avec Geoffrey des thèmes possibles que je pouvais venir vous présenter. Et en fait, on a resserré ça sur une actualité récente pour nous au niveau de l'équipe, c'est-à-dire qu'on vient de terminer un gros travail sur la question de la représentation des risques. J'y reviendrai par la suite. Et donc, j'ai fait le pari de vous présenter des résultats un peu à chaud, puisque le rapport de recherche financé par l'ARC a été bouclé il y a 2 semaines. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont évoluer du point de vue du formalisme. Mais j'ai fait le pari de vous présenter cela. Alors, peut-être en 2 mots, resituer ma filiation en ergonomie, puisque vous savez qu'il y a une diversité de lieux, il y a une diversité de figures de l'ergonomie. Donc moi, il se trouve que de formation, j'ai une formation en hygiène et sécurité. J'ai exercé le métier de contrôleur du travail et je me suis par la suite redirigé vers l'ergonomie, donc plutôt à composante physiologique à Orsay, puis après plutôt cognitive à Paris 5 et j'ai rencontré par la suite l'équipe du CNAM à l'époque d'Alain Wissner, Antoine Lavigne, Catherine Tégère, Jacques Durafour, François Guérin, François Danilou qui arrivaient et donc j'ai eu la chance de rencontrer toute cette équipe et je m'inscris d'une certaine manière dans cette filiation et probablement plus précisément autour du travail d'Alain Wissner, dont j'annonce, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en septembre, il va y avoir une journée organisée à Paris sur les 50 ans de l'arrivée d'Alain Wissner au laboratoire du CNAM. Donc c'est une journée qui est en train de se monter. Et donc Antoine Laville et Catherine Tégère ont compté beaucoup dans mes travaux. Donc au début, je me suis intéressé à l'ergonomie de conception avec la conception des imprimeries du Monde et du Figaro. Donc avec François Danielou, Alain Kerguelen en particulier. Et puis par la suite, j'ai été amené à enseigner 3 ans au Canada, donc à l'Université du Québec à Montréal, et à l'équivalent de l'INRS, l'IRSST sur place. Et puis par la suite, dans les parcours marquants, j'ai passé 1 an dans un laboratoire de sociologie de l'innovation à Grenoble, donc qui s'appelait le Christo, et qui m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de pratiques disciplinaires autres que celles qu'on pouvait connaître nous en ergonomie. Et je pense qu'entre le Québec et le passage à Christo, l'accroche pluridisciplinaire probablement vient de ces échanges et vous allez voir qu'elle nourrit ce qu'on essaie de développer sur Bordeaux. Alors au jour d'aujourd'hui, donc je suis enseignant au département hygiène et sécurité environnement de l'IUT de Bordeaux. Donc je forme des préventeurs au niveau licence, donc DUT L2 ou licence professionnelle L3. Et puis après, je peux faire des enseignements dans différents masters. Et je fais partie d'une équipe du point de vue recherche qui est donc l'équipe Epicène, qui est une unité de l'INSERM et qui est centrée, alors j'ai repris des éléments de présentation pour vous situer le positionnement pluridisciplinaire, qui est une unité qui va s'intéresser aux questions de cancer, qui est centrée sur la question du cancer, avec une approche épidémiologique. Donc le EPI de Epicène, c'est pour cancer, et on va s'intéresser aux expositions environnementales et travail. Et donc, mes collègues sont des épidémiologistes, des médecins du travail, des toxicologues. Et moi, du point de vue de l'ergonomie, je représente la discipline ou la pratique qui va essayer de caractériser les situations d'exposition
à des produits divers et variés qui pourraient donc générer un certain nombre d'atteintes de type cancer ou de maladies graves. Et ça veut dire que je voyais du point de vue des thèmes, je suis sur un thème de mesure des expositions et caractérisation des expositions. Donc ça, c'est un point important dans ce que je vais vous présenter ce matin. Et du point de vue de la pluridisciplinarité, peut-être juste un fil conducteur qui me semble important dans ce qu'on fait. On est tous d'une certaine manière pluridisciplinaires, puisque dans nos parcours, qu'on soit médecin du travail, qu'on soit ingénieur sécurité ou animateur sécurité, qu'on soit ergonome, on va apprendre, découvrir une diversité de disciplines ou de méthodologies. Par contre, ce qui me semble important dans mon expérience de la pluridisciplinarité, c'est qu'il est important à un moment donné de bien situer le cœur de ces compétences, le centre de ces compétences, et ce qui en est les limites ou les frontières qu'on peut dépasser dans un certain nombre de cas pour traiter un certain nombre de questions. Mais je pense que pour que la pluridisciplinarité, elle marche, il y a un devoir d'humilité de se dire qu'à un moment donné, quand je dépasse les frontières, il y a des choses que je ne sais plus faire tout seul, et donc, une fois que j'ai posé ça, je vais forcément travailler avec d'autres. Alors, pour que ça marche, il faut que ça soit partagé de l'autre côté, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est un long exercice, mais quelque part, la dynamique qu'on a réussi à créer au sein du laboratoire Santé, Travail, Environnement, qui était dirigé par Patrick Brochard jusqu'au mois de septembre, et qui est devenu l'équipe Epicène depuis le mois de janvier, on est dans cette dynamique-là, et l'ergonomie, elle essaie d'éclairer les situations d'exposition à un certain nombre de produits. Les thématiques principales sur lesquelles on travaille sont les pesticides, où les travaux communs des uns et des autres nous amènent à être, je dirais, au niveau national, voire au niveau européen, à un bon niveau. Toutes les questions de particules, que ce soit les particules ultra fines, nano, ou les particules plus classiques, et puis après, toute la famille des solvants ou des composés organiques volatiles auxquels les gens peuvent être exposés. Alors si je resserre sur la partie des travaux en cours, juste pour vous montrer un petit peu ce sur quoi la partie ergo travaille, en ce moment, donc, il y a plusieurs thèses qui sont en cours. Donc une qui est en phase de finalisation, c'est la thèse de Nathalie Judon, financée par l'INRS, où là on s'intéresse à l'exposition des travailleurs de la route aux fumées de bitume. Donc il y a des travaux très intéressants et qui pourraient se recouper avec ce que je vais vous présenter tout à l'heure, on y reviendra. Une thèse au milieu du gué sur l'exposition aux particules ultra fines et donc nanométriques. On pourra revenir dessus dans la discussion. Une thèse dans la construction de bateaux dans le nautisme, où on est sur l'exposition particulièrement à l'acétone et au styrène. Une thèse à l'hôpital sur la construction de la santé dans des équipes de services d'oncologie. Une thèse qui est enfin donc autour du rôle des RH dans la prise en compte des démarches en sécurité du travail et plus particulièrement la négociation sur la pénibilité. Une thèse en collaboration avec le Québec sur les pomiculteurs, on revient sur les pesticides, et vont démarrer à partir de septembre 2 nouveaux travaux orientés pesticides. Et je reviendrai en particulier sur le dernier que je vous présente là, où la dimension anthropologique est importante, puisque Fabienne Goutil, la personne qui va embarquer dans l'aventure, a travaillé avec nous pendant 3 ans sur le projet que je vais vous présenter, et qui est anthropologue de formation. Et je vous raconterai un petit peu comment cette collaboration anthropologie et ergonomie a pu se produire. Donc voilà un petit peu pour les perspectives au sein de l'équipe. Et vous voyez que ça ouvre sur... alors à la fois, ça resserre l'ergonomie sur des thématiques très serrées, et ça, j'en avais pas forcément l'habitude, et à la fois, ça ouvre sur une diversité de situations. Alors, voilà ce que je vous propose dans le déroulé de la journée et par rapport aux discussions qu'on a pu avoir. Je vais vous rappeler quelques notions en ergotoxicologie, et on a la chance, vous avez la chance d'avoir devant vous Robert Villatte,
qui est probablement le premier à avoir formulé, qui a la paternité du mot ergotoxicologie. Donc voilà, on reviendra peut-être dans la discussion sur l'histoire, mais où son expérience de syndicaliste de la chimie lui a fait découvrir dès les années 80 les limites, en tous les cas, de la pratique de la sécurité classique et peut-être de l'hygiène industrielle. On reviendra là-dessus. Donc je voudrais poser ces éléments-là. Je voudrais aussi faire le lien avec des travaux qui ont été engagés et qui viennent plutôt de la sécurité industrielle sur les modèles de la sécurité réglée, gérée et construite. Donc au départ, les travaux de Christine Chauvin, d'Amalberti, puis après de Danielou, Simard, Boissière, parce que c'est quelque chose qu'on a essayé d'articuler dans le travail que nous avons mené au niveau donc, d'un projet de recherche financé par l'Association de la recherche contre le cancer, où pendant 3 ans, nous avons mené donc dans 3 régions ou 4 régions même et différents secteurs une méthodologie à peu près globale sur laquelle je vais revenir. Et après, donc, je vais vous proposer un certain nombre de résultats que nous sommes en train de finaliser. Et comme je vous le disais, il y a des choses qui vont évoluer, mais c'est plutôt des matériaux encore chauds que je vous propose, plutôt que quelque chose de complètement refroidi. Alors, il y a un fil conducteur dans tous les travaux que nous menons autour de l'ergotoxicologie, mais autour de la toxicologie, autour de la santé publique, autour de l'épidémiologie, c'est la question de l'exposition. C'est le fil conducteur probablement de ce qui nous lie, de ce qui nous rapproche dans les travaux que nous menons au sein de l'équipe. Et lorsqu'on s'intéresse à la question de l'exposition, très vite on va découvrir qu'il y a des modèles complètement différents. Je caricature un peu, mais le modèle sur votre gauche, qui est plutôt le modèle donc on va retrouver dans les sciences du danger, la syndinique, voire en épidémiologie, où on part du principe qu'une personne, un travailleur, va être exposé à un danger d'origine chimique. Il n'a pas de chance, il est là au mauvais endroit, il est exposé, et puis on va essayer de modéliser les chances ou les malchances, ou les prévalences de maladies potentielles. Et d'un autre côté, on est plutôt nous sur le côté de droite, des discussions autour de l'exposition qui posent la question de est-ce que la personne est exposée, est-ce que la personne s'expose, et en fait qui souligne le fait que très souvent dans ces modèles-là, la dimension de l'engagement de la personne dans le face-à-face au danger, elle est très peu discutée. Et donc, dans ce que j'essaie, ou dans ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en discussion, de mettre en tension, de relier ou d'apporter du lien entre ces modèles qu'on peut retrouver dans différentes disciplines, où on ne va pas s'intéresser aux motifs de l'exposition, on ne va pas s'intéresser aux raisons que la personne va se construire, à tort ou à raison de l'exposition, mais où on va modéliser quelque chose comme si c'était un flux chimique, comme pourrait peut-être le faire la thermodynamique. Et donc, l'exposition, ça va être une énigme à laquelle on va essayer de répondre et pour laquelle nous allons essayer de développer un certain nombre d'outils. Je vous en présenterai rapidement quelques-uns pour aborder cette question de l'exposition. Donc ça, c'est un premier point qui est un fil conducteur que je veux mettre en perspective. Deuxième élément, je vous rappelle ici une observation de Jacques Durafour qui m'avait marqué, qui travaillait à l'époque dans la métallurgie ou dans la sidérurgie, et où il avait analysé une contradiction forte qui était portée par un certain nombre d'opérateurs, qui étaient amenés, donc on est dans la sidérurgie, donc vous avez du métal en fusion qui va être déversé dans des sortes de canals au niveau du solde, et qui vont aller remplir par la suite des moules. Et c'est très dangereux de s'approcher
de ce métal en fusion, parce que la moindre goutte d'eau qui peut tomber va faire des projections à des températures très élevées. Le moindre objet, la moindre poussière peut engager dans des réactions violentes et donc des brûlures. Et puis vous avez des gradients de température très élevés. Et donc, du point de vue de l'ingénieur sécurité, s'approcher de la coulée, c'était quelque chose vraiment à risque. Et les opérateurs, et c'est ça qui était une énigme au départ, malgré un danger qui est visible, vous le percevez, c'est-à-dire que quand vous avez des gradients de température très élevés, le corps va détecter ça très vite. Malgré cela, les opérateurs s'approchaient. Et les gens de la sécurité ne comprenaient pas pourquoi. Et le travail très fin de Jacques avait montré qu'en fait, dans cette histoire, il y avait un déterminant macro à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que pour réduire les coûts liés à la production, l'entreprise avait fait le choix d'acquérir du charbon moins cher, mais de moins bonne qualité. Et ce coke contenait beaucoup plus de fines particules qui, au moment de la coulée, allaient faire une sorte de crème onctueuse sur le dessus. Sauf que si les opérateurs attendaient que ça soit refroidi, ça voulait dire que derrière, il fallait ébarber, il fallait utiliser des appareils pour casser cette espèce de crème. Et le choix qu'ils faisaient, au risque de se brûler ou au risque voire de tomber, ou au risque d'être vraiment dans des situations compliquées, c'était d'écumer d'une certaine manière cette mousse qui se formait dans le métal qui était encore chaud. Et donc vous voyez, là on est au cœur de la signification qui est donnée par les opérateurs sur la prise de risque que vous pouvez ou que nous pouvons constater. Et donc, vraiment, cette histoire m'a beaucoup marqué. Et chaque fois qu'on observe des situations où on peut penser que les gens prennent des risques, il faut se demander quel sens ça a pour eux. Et c'est ce que je vais essayer de développer par la suite à partir des travaux qu'on a faits. Et je vous présenterai aussi un extrait d'une autoconfrontation menée avec des opérateurs, avec donc une autoconfrontation croisée, réalisée avec René Barata, où ces questions sont abordées. Et donc vous voyez que là, c'est la contradiction, prise de risque, fierté à produire en qualité, même si les conditions ne sont pas forcément au rendez-vous. Et c'est un fil que je retirerai dans mes perspectives, où cette question, parfois, et je vais employer un mot volontairement fort, de sacrifice. On va se sacrifier pour sauver la production. Et comment, dans un certain nombre de cas, les travailleurs, les agriculteurs, ils ont intégré ça dans leur pratique parce qu'ils n'imaginent pas pouvoir faire autrement. On pourra aborder cela. Autre clin d'œil que j'avais envie de faire, c'est un clin d'œil à Antoine Laville qui, en 1998, lors d'un colloque sur la recherche en ergonomie à Toulouse, avait alerté à l'époque les ergonomes sur ce qu'il appelait les silences de l'ergonomie vis-à-vis de la santé. Il partait du principe que, donc on est dans les années 90, l'ergonomie s'était beaucoup développée autour de la conception, avait réussi à intégrer des processus de conception avec des processus majeurs dans différents secteurs industriels, et ce que posait Antoine Laville à l'époque, c'était le risque qu'à un moment donné, les ergonomes basculent du côté de la conception, avec tout ce qu'il y a de grisant et de passionnant de pouvoir peser sur les projets, mais que peut-être ils avaient lâché les questions de santé qui pouvaient se rencontrer à l'occasion des projets, et que donc il a alerté la communauté sur ces aspects. Et c'est aussi un point qui a nourri les travaux qu'on a pu engager, puisque moi je viens de l'ergonomie de conception de systèmes industriels, et j'ai réabordé ces questions de santé. Donc voilà un petit peu en introduction un certain nombre d'éléments que je voulais poser. Et je voudrais aussi vous montrer une photo qui, pour moi, reste une photo d'une extrême violence. Nous sommes dans les Antilles françaises, et vous avez devant vous un opérateur qui travaille dans les bananeraies
et qui va utiliser un herbicide pour protéger des jeunes plantes de bananes qui viennent d'être plantées. Et vous voyez qu'il est équipé de la tête aux pieds. Vous dites, pour les préventeurs, souvent quand je travaille sur cet exemple-là, en plus la tête est protégée, etc., etc. Sauf que très vite, si on est un peu curieux, on va se rendre compte que la combinaison, elle est toute blanche et elle a encore les plis. Donc clairement, l'opérateur la porte parce que son contremaître lui a dit qu'il allait y avoir des observateurs et que donc il fallait être protégé. Vous voyez qu'il porte un masque avec donc un filtre donc poussière et un filtre gaz, et vous voyez qu'il a la capuche sur la tête. Donc, si vous avez fait un petit peu de physiologie du travail, vous savez très bien que toute activité physique dégage de la chaleur et que 40% des échanges thermiques pour refroidir le corps passent par la tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est par 35 degrés, 80% d'humidité, et que vous avez un opérateur à qui on va faire porter un équipement de protection sans qu'il y ait eu une analyse des risques préalables, parce que est-ce qu'on a besoin de protéger les voies respiratoires? Est-ce qu'on a besoin de protéger... Ça, c'est en lien avec l'activité qui est à réaliser. Et l'activité à réaliser était d'utiliser cet herbicide au niveau du sol. Donc si on va sur une logique analyse des risques, la totalité ici de l'armure n'est pas adaptée à la situation et va générer du point de vue du coût cardiaque une pénibilité très importante avec un risque de syncope, d'élévation de la température centrale, etc., etc. Mais surtout, j'y reviendrai par la suite, la combinaison qui est portée ici, qui est une combinaison classique qu'on va retrouver dans l'industrie et dans l'agriculture, est une combinaison qui n'a jamais été testée du point de vue de son efficacité avec les matières actives qu'on va retrouver dans les pesticides. Ça a été testé avec des acides, ça a été testé avec des bases, et en fait, je reviendrai là-dessus par la suite, cette combinaison, par un phénomène de perméation au niveau intramoléculaire, va laisser passer les matières actives qu'on retrouve dans les pesticides, et ce, en moins de 10 minutes dans un certain nombre de cas. Et donc, en plus, dans cette situation, on fait porter des vêtements ou un équipement de protection qui ne sont pas efficaces et pas adaptés à l'analyse des risques. Donc vous voyez que ça interroge aussi nos métiers, nous, d'ergonomes ou de préventeurs, et moi en tant qu'enseignant en HSE, c'est vraiment quelque chose qui est frappant et sur laquelle on pourra revenir. Alors, je ne résiste pas non plus à prendre des extraits du livre qui a été co-dirigé par notre collègue Sophie Prunier, Le bonheur au travail, qui compile... donc elle a compilé avec ses étudiants du master d'ergonomie un certain nombre de dessins de presse qui portent sur le travail. Et on voit ici tout l'enjeu de porter les équipements de sécurité. C'est pourquoi faire, c'est pour qui. Et dans la diapo précédente, clairement, l'opérateur ne se protège pas pour lui-même, mais il va se protéger pour éviter d'avoir des pressions ou des sanctions de la part de son encadrement, ce qui pose clairement des limites des pratiques qu'on peut essayer de mettre en place. Alors, si on revient maintenant sur quelques rappels en ergotoxicologie, l'ergotoxicologie, ce n'est pas une nouvelle discipline ou une nouvelle... c'est, je dirais, une pratique spécifique de l'ergonomie. Et comme l'ergonomie, c'est une technologie qui va avoir des objectifs spécifiques ici, de compréhension des situations d'exposition et de réduction de ces situations d'exposition. Donc, c'est un champ de pratique de l'ergonomie et c'est quelque chose qui est ancré totalement dans l'ergonomie, par ses objectifs et par les modèles et les notions qu'elle va utiliser. Et en même temps, parce qu'on sort aussi de la zone de confort de l'ergonomie, il va falloir comprendre à minima des éléments en toxicologie, des éléments en prévention, des éléments en santé publique ou en médecine du travail, parce qu'on va être à l'interface de différents champs. Donc concrètement, ça veut dire que la pratique de l'ergotoxicologie, elle est forcément transdisciplinaire, et elle est forcément au-delà de transdisciplinaire, parce que souvent,
quand on dit qu'un médecin du travail travaille avec un ergonome ou qu'un ergonome travaille avec un ergonome, c'est de la pluridisciplinarité. C'est plus pour moi de la pluriprofessionnalisation ou du pluriprofessionnel avec des gens qui ont des missions différentes, qui ont des formations différentes certes, et des fois, là, peut-être qu'on en discutera par la suite, mais l'amalgame pluridisciplinarité et professions différentes qui travaillent ensemble, ça mérite une discussion. En tous les cas, dans ce qu'on a été amené à pratiquer, nous sommes dans cette perspective. Donc historiquement, c'est Robert qui a proposé le terme, et on pourra voir comment l'idée t'est venue et comment tu as développé, tu as proposé ça dans le milieu des années 80. Et Alain Wissner n'était pas bien loin, ça c'est certain. Et nous avons un collègue médecin brésilien, donc Laer Snellvaart, qui a fait sa thèse sur l'exposition aux pesticides de travailleurs du maraîchage en banlieue, alors je ne me rappelle plus si c'est en banlieue parisienne ou en banlieue, il me semble que c'était du côté d'Orléans, et au Brésil, en banlieue de São Paulo, et c'est je dirais le premier travail universitaire sur ces questions. Et puis par la suite, à partir des années, je dirais 98-99, Mohamed Brahim, qui est un compère de longue date, donc qui est médecin du travail, toxicologue et qui s'est formé en ergonomie, a travaillé sur les questions de pesticides et nous avons travaillé ensemble sur des questions d'amiante et de déflocage de chantier de déflocage d'amiante dans la fin des années 90, et on continue à collaborer. Et Isabelle Baldi, donc, qui fait partie de l'équipe Epicène, qui est la co-directrice d'Epicène, est un médecin de santé publique et qui a été la première à mettre en place un suivi épidémiologique d'agriculteurs exposés aux pesticides, et les différents changements autour de la reconnaissance de la maladie de Parkinson dans le régime agricole fait partie des travaux qui ont été menés au sein du labo. Et donc, dans tous les travaux que je vous présente là, bien entendu, l'analyse de l'activité est le cœur de la démarche, et je vais vous présenter un petit peu dans ce qu'on a fait, ce qu'on a pu développer. Alors, je résiste pas de reprendre ce que Robert je ne résiste pas à reprendre ce que Robert avait proposé donc en 1985, où vous voyez que la question de l'exposition et des limites de ce que pouvait proposer l'hygiène industrielle était déjà posée, et je vais essayer de le développer par la suite en rentrant par l'activité de travail. Alors, il y a, je pense, un schéma qui est assez structurant dans ce qu'on a pu développer en ergotoxicologie, qui a été proposé par Mohamed Brahim, et qu'il appelle en fait le modèle à écran ou à barrière de la prévention des risques chimiques. Donc, ce modèle, il est basé sur 3 pieds. Une approche par la toxicologie, une approche par la prévention des risques, et une approche par la médecine du travail et le suivi, je dirais, des personnes qui sont potentiellement exposées. Alors, en présentant ça de manière synthétique, l'objectif de la toxicologie, c'est de produire des connaissances sur les effets de l'exposition à un produit d'une personne, sachant que tout ce travail-là va se faire d'abord, bien entendu, sur des modèles in vivo ou in vitro, donc on est sur des modèles d'expérimentation. Donc va se poser la question de la transposition des données qu'on peut produire chez le rat ou chez la souris à l'homme. Il y a des vraies questions difficiles qui se posent en toxicologie. Le point de départ, je pense qu'il faut retenir, c'est que la force de la toxicologie et par la suite de l'hygiène industrielle qui reprend les données de la toxicologie, c'est qu'on va être capable, lorsqu'on identifie un produit, une exposition à un produit, de proposer un certain nombre de valeurs limites d'exposition. Alors, je voudrais
revenir sur... donc ça, ce sont des repères qui sont importants par rapport aux pratiques que nous avons en tant que préventeurs. Je voudrais en présenter quelques limites. Première limite, je vous ai parlé de la transposition des connaissances qui viennent de modèles animaux vers l'homme. Donc ça, c'est des limites pour lesquelles les toxicologues discutent de ça entre eux et posent vraiment le fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur la transposition. Deuxième limite, ces connaissances, elles sont opérationnelles quand vous êtes exposé qu'à un seul produit à la fois. Et tous les toxicologues vont vous dire, dès que vous êtes exposé à plusieurs produits à la fois, toutes les recommandations, valeurs limites qui ont pu être produites, elles ne sont plus opérationnelles directement. Alors il y a des systèmes, des logiciels développés par l'INRS ou par l'IRSST comme Pixi qui permettent, lorsqu'on a des mélanges, d'avoir des approximations. Mais dès qu'on est sur une multitude de produits, la toxicologie est en difficulté pour produire des connaissances. Troisième limite que je voudrais poser, pendant longtemps, les modèles toxicologiques se sont centrés sur une exposition inhalatoire ou respiratoire et très peu cutanée. C'est depuis une dizaine d'années que la question du cutané réapparaît dans ces modèles-là. Et élément aussi important, c'est que les différents protocoles, pendant très longtemps, n'ont pas été harmonisés. Ce qui fait que lorsque vous regardez des valeurs limites d'exposition entre les pays, vous allez vous rendre compte que pour le styrène, on est à 50 en France, à 50 ppm en France, 20 ppm en Allemagne, 20 ppm aux États-Unis. Donc il y a des questions sur les protocoles. Et il y a une question qui est beaucoup plus centrale, c'est que ces valeurs limites d'exposition ne sont en aucun cas des données scientifiques, ce sont des compromis de négociation entre les pouvoirs publics, les représentants des industriels et les représentants des salariés. Et donc, ce qui explique que d'un pays à l'autre, même au sein de l'Europe, vous pouvez avoir des valeurs qui vont du simple au double, au triple, de manière conséquente. Si vous prenez, s'il y a des spécialistes dans la salle, ce qui s'est passé autour du chrome et du chrome hexavalent, les valeurs limites ont été divisées par 50 l'année dernière. Donc ça veut dire que ces valeurs limites, elles sont sur une tendance de réduction. Ce sont des repères, mais en aucun cas, être au-dessous d'une valeur limite va vous garantir de ne pas avoir d'effet sur la santé. Et donc il y a une vraie discussion sur la question de ces valeurs limites. Et puis, autre point important, toutes ces modélisations ne vont pas prendre en compte l'effort au travail. Et vous savez mieux que moi, puisque nous sommes en STAPS, que dès que vous avez une activité physique importante, vous avez des régulations physiologiques qui se mettent en place, avec une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la fréquence ventilatoire. Et entre une fréquence ventilatoire au repos et un effort important, vous pouvez avoir un facteur de 10 ou de 15. Donc ça veut dire que le même opérateur qui est au repos dans une ambiance où il va y avoir soit des vapeurs, soit des particules dans l'air, ou qui va faire un effort important, il va respirer 10 fois plus de produits que la personne qui sera au repos. Et ces dimensions liées à l'effort ne sont pas du tout prises en compte dans ces modèles-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Si on va du côté de la prévention, donc le rôle des préventeurs, c'est d'à partir de la compréhension qu'ils ont de l'activité et le plus souvent des tâches qui sont proposées, qui sont définies aux opérateurs, c'est d'évaluer des risques, et on est bien sur une évaluation a priori des risques en théorie avant même que l'activité soit réalisée, et à partir de là, de construire des consignes, de construire des formations et de proposer des moyens de prévention qui, en théorie, devraient être des moyens collectifs et qui, dans la réalité, très souvent, vont se traduire par des moyens individuels, des protections individuelles qu'on va retrouver. Et là, donc c'est un niveau de protection, bien entendu, mais dès qu'on va sur des situations complexes, on va se rendre compte que cette évaluation des risques, elle n'a pas pris en compte les situations incidentelles, elle n'a pas pris en compte les situations de maintenance, et qu'il va y avoir un certain nombre d'activités concrètes qui ne seront pas couvertes par l'évaluation des risques, et pour lesquelles, en plus, certaines protections ne seront pas efficaces. Je vous renvoie à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc il y a tout
tout un pan de questions, vous voyez, du côté des préventeurs sur comment mener les analyses des risques, à partir de quoi, comment prendre en compte l'activité dans cette analyse des risques, comment prendre en compte le risque chimique dans l'évaluation des risques. Je reviendrai sur ces différents aspects. Et si je me situe au niveau donc des médecins du travail, ils ont un rôle essentiel à jouer, puisque eux vont avoir des informations personnelles sur les antécédents médicaux du salarié, et ce seront les seuls qui pourront dire qu'une personne a tendance asthmatique, clairement, si vous la mettez dans un milieu empoussiéré, c'est quelque chose qui ne va pas le faire, et donc très vite, on va aller sur de l'inaptitude médicale. Et donc là, il y a un enjeu important du point de vue des médecins du travail, de pouvoir, en fonction de la connaissance qu'ils ont de la situation des produits, de l'activité, de pouvoir projeter donc, des effets potentiels sur la santé des personnes. Ça renvoie la question, comme au niveau des préventeurs, quelles connaissances ils ont de l'activité, quelles connaissances ils ont des situations d'exposition. Il y en a qui ont des connaissances très fines, il y en a qui n'ont pas forcément le temps de se les construire. C'est tout un débat. Et puis, une des limites aussi qui est importante, c'est que dans la plupart des entreprises, surtout si vous êtes dans des petites et moyennes entreprises, si vous produisez une inaptitude médicale, le salarié sera licencié. Donc ça veut dire quoi pour le médecin de prendre cette responsabilité-là? Et dans un certain nombre de cas, et on a eu des témoignages dans nos travaux, vous avez des salariés qui vont cacher leurs allergies ou qui vont cacher les effets de santé, y compris aux médecins, pour pas qu'ils soient déclarés inaptes, parce qu'ils ont intégré eux-mêmes la pression sur l'emploi. Et donc ça veut dire que par rapport à ces 3 piliers de la prévention du risque chimique, donc vous voyez qu'il y a des éléments qui permettent de faire avancer les connaissances et les pratiques, et en même temps, il y a des zones d'ombre sur lesquelles je vais essayer de revenir. Alors, je reviens là encore sur, à partir d'un schéma, cette fois-ci de Plantu, d'un dessin de Plantu, sur la question des risques chimiques. On a affaire à des mondes qui coexistent, mais qui très souvent ont du mal à communiquer ou à gérer les interfaces. Vous allez avoir des discours des spécialistes, vous allez avoir des discours des médecins, vous allez avoir des discours des ingénieurs sécurité, vous allez avoir des discours des fabricants. Si vous vous intéressez aux pesticides, c'est assez frappant. Et de l'autre côté, vous avez des salariés qui vont recevoir une multitude de discours, pas toujours compréhensibles, contradictoires parfois les uns par rapport aux autres, et la question de comment le salarié ou le travailleur va se construire sa propre connaissance des dangers et sa représentation des situations à risque, ça a été un des fils qu'on a essayé de tisser dans le cadre du projet. Alors, vite fait, je voudrais vous rappeler, alors je ne vais pas appeler ça un fait d'armes de l'ergotoxicologie, mais ça a été quelque chose de marquant, c'est les résultats en fait, du travail pluridisciplinaire avec l'équipe d'Isabelle Baldi, qui a mené dès les années, je dirais 2000, l'étude PestExpo, donc en Gironde, et donc dans la viticulture, et en Normandie sur la grande culture, où il s'est agi d'observer l'activité d'agriculteurs qui préparaient des traitements à base de pesticides, et de leur faire porter des patchs sur les différents segments du corps. S'ils traitaient sans protection, les patchs étaient directement à l'extérieur, donc sur la peau. Et si ces personnes traitaient avec des vêtements de protection, les patchs étaient sous les vêtements de protection. Il y a eu plus de 200 journées d'observation et d'analyse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les patchs étaient retirés à la fin de chaque étape. C'est-à-dire qu'on démarrait la phase de préparation de la bouillie avec des patchs propres. À la fin de la préparation, on retirait ces patchs, on en mettait des nouveaux, et c'était la phase d'épandage. On les retirait, on revenait à la phase de nettoyage. Donc à chaque fois, on avait un blanc, on repartait à zéro quand on changeait de phase. Et ce qui nous a frappé et perturbé dans ces résultats, c'est grosso modo, pendant la phase de préparation, ceux qui portaient des vêtements de protection et ceux qui n'en portaient pas avaient, du point de vue de la distribution géométrique, à peu près le même niveau de contamination. Pendant l'épandage, ceux qui portaient des vêtements de protection avaient quasiment doublé
la contamination mesurée par rapport à ceux qui n'en portaient pas. Et au niveau du nettoyage, on avait des choses à peu près équivalentes. Donc au départ, on s'est dit, on s'est peut-être trompé dans les données, on a inversé les choses, on est revenu dedans et les résultats parlaient d'eux-mêmes. La protection n'était pas efficace dans un certain nombre des cas, voire aggravait l'exposition. Et la contamination, donc le dépôt mesuré sur la peau. Donc on a fait tourner de différentes hypothèses, on a travaillé sur les analyses, et en parallèle, il y a eu une collaboration avec un fabricant de pesticides, donc dans la culture de la banane, et où, au détour d'une discussion, est apparu un phénomène que je ne connaissais pas, qui était la question de la perméation, donc de la réaction chimique du produit, donc quel que soit le produit, avec les matériaux qui vont composer une combinaison. Et ce que je comprends en transpirant pas mal, c'est qu'en fait, les vêtements de protection n'ont pas une protection générique de tous les produits. Certains vêtements avec certains matériaux vont protéger plus de certains produits et plus longtemps que d'autres. Et dans certains cas, ils ne vont pas protéger du tout. Et donc, à partir de là, on a construit, donc là on a pas mal discuté avec un certain nombre d'acteurs, et on a lancé une alerte sur ce problème de perméabilisation qui a été repris par la DGT, qui a lancé donc une saisine auprès de l'AFSET, qui est devenu l'ANSES, et je dirais en 2009, les résultats produits par des études indépendantes ont démontré, y compris en laboratoire, les hypothèses que nous avions formulées, ce qui a conduit derrière à interdire un certain nombre de matériels, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que du point de vue des travaux qu'on mène au-delà de la caractérisation des expositions, un enjeu important, c'est de discuter de l'efficacité des moyens de prévention, ici individuels, mais on pourrait parler des moyens de protection collectifs, que nous allons mettre en place. Et bien souvent dans les entreprises, on décide quelque chose, c'est porté ou pas, voilà, ça on peut peut-être le documenter, mais l'efficacité derrière est quelque chose qui va poser problème. Et donc cette histoire-là nous a beaucoup marqué, ou m'a beaucoup marqué, dans les croyances qu'on pouvait avoir dans des équipements de protection qui paraissaient, je dirais, épais, efficaces, professionnels, et qui, dans la réalité, correspondaient à des promesses qui n'étaient pas tenues. Alors, ça, c'était sur la partie introduction au niveau de la sécurité, de l'ergotoxicologie. Et je voudrais faire le lien avec le modèle de la sécurité parce que ça a été utile pour nous d'articuler les deux. Alors, dans le modèle de la sécurité classique, vous savez comme moi, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, que les prescriptions, les consignes sont, je dirais, un élément central sur lesquels se basent les principes de la sécurité et de la prévention. Et donc, il s'agit pour les opérateurs de respecter ces prescriptions et ces consignes. Or, je pense que vous avez des expériences de terrain comme moi. Très vite, on va se rendre compte que ces prescriptions, elles sont très liées, très dépendantes de la représentation que vont avoir leurs concepteurs du travail, des activités, des modes dégradés et de ce qu'on rencontre, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et que ces prescriptions, elles ne suffisent pas pour travailler. Donc là, vous voyez, on retombe sur les fondements de l'ergonomie et que l'activité est donc plus riche que les prescriptions. Alors, ce modèle que j'ai un peu recomposé, mais je reprends son esprit, donc ce qui a été proposé par Morel, Chauvin, Malberti en 2009, puis Danielou, Simard, Boissière en 2011, on part du principe que pour que la sécurité soit efficace, on a besoin de prescriptions, on a besoin de cadres, on a besoin à un moment donné de produire des prescriptions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et bien souvent, l'ergonomie a été positionnée comme anti-prescription ou trop critique vis-à-vis des prescriptions. Travailler avec des prescriptions floues, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. Et nous avons besoin de prescriptions, c'est quelque chose qui est incontournable. En même temps, ces prescriptions, lorsqu'on les suit dans leur application dans des situations de travail, et y compris des situations parfois simples, on va se rendre compte qu'elles ont des limites. Et pour que le processus fonctionne,
On a besoin de l'expérience des travailleurs, on a besoin de leur savoir-faire, qui vont s'appuyer sur ces prescriptions, mais qui à certains moments vont les détourner, vont les améliorer, vont les transformer. Et donc dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait la fiabilité de la sécurité va dépendre de la sécurité réglée, qui définit des règles, et va dépendre aussi de la sécurité gérée, qui est mise en œuvre par les opérateurs ou les travailleurs, dans leur face-à-face aux situations, leur face-à-face aux situations de danger, et qui vont essayer, donc en se basant sur l'organisation, mais aussi en inventant un certain nombre de modes opératoires, de gérer des compromis entre la sécurité et la performance. Et l'enjeu dans le système de sécurité, une fois qu'on a posé ces deux piliers, un enjeu important d'une sécurité qui serait pérenne et qui serait efficace, ça serait une dynamique de sécurité construite où la sécurité gérée va alimenter la sécurité réglée va alimenter la sécurité gérée, et ainsi on va pouvoir lever dans un certain nombre de situations des incomplétudes des prescriptions, des pratiques des travailleurs qui peuvent être à risque parce qu'ils ont une représentation du risque qui ne serait pas suffisante. Et l'enjeu, vous voyez, on est dans des espaces de construction, de développement des deux pratiques. Et donc ça, c'est un élément qui nous a beaucoup aidé dans le travail que nous avons réalisé. Et si je le reprends sous la même forme, vous voyez que la question de la représentation ou des représentations, le lien qu'on peut construire dans la démarche ergonomique entre la représentation que vont avoir les prescripteurs du travail et celle des opérateurs, on est vraiment dans ce qui se développe aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les espaces de discussion. Je vous renvoie aux travaux de Raoni Rocha, par exemple, où l'enjeu, c'est de faire se rencontrer des représentations qui, parfois, sont relativement éloignées. Et c'est un élément donc structurant de ce qu'on a essayé de faire dans le projet que je vais vous présenter maintenant. Alors, quelques mots sur ce projet. C'est un projet, nous avons répondu à un appel d'offres de l'ARC, et ce projet a mobilisé l'ARACT Picardie, avec Laurence Théry, l'ARACT Aquitaine et l'ARACT Corse, et a été piloté donc sur Bordeaux, et a mobilisé aussi Karine Chassin, ma collègue de Bordeaux, où donc nous avons essayé d'analyser le processus de construction sociale de la prévention du risque CMR, et donc à l'intérieur des représentations autour du risque CMR. Donc vous voyez là, et René Barata a été associé sur 2 terrains, un terrain agricole et dans l'entreprise dont je vais vous présenter quelques extraits. Donc on a eu plusieurs hypothèses de départ. Première hypothèse structurante, c'est que les pratiques de prévention par les différents acteurs de l'entreprise ont tendance à sous-estimer le processus de construction sociale, de représentation et de perception du risque. Et donc, cette dimension-là, on a voulu vraiment l'éclairer, c'est que la prévention, ce n'est pas uniquement des solutions techniques, ce n'est pas uniquement des solutions organisationnelles, c'est aussi quelque chose qui s'intègre dans une culture, qui se développe dans une culture, on va y revenir. Et donc, vous voyez que dans cette perspective, on voit, et il y a des travaux en particulier d'un sociologue qui s'appelle Denis Duclos dans la fin des années 80, qui a montré qu'il ne suffit pas d'être au courant des risques pour forcément changer ses pratiques. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. Il y a des pratiques collectives qui vont jouer sur les pratiques individuelles. Il y a des représentations qui vont jouer sur la prise en compte ou pas de connaissances qu'on peut avoir, d'informations ou de formation. Et que donc, l'attitude, si je reprends les mots de Denis Duclos, face au risque, le degré de vigilance face au danger n'est pas une fonction directe de leur réalité, ni de l'information dont on dispose sur eux. Elle est socialement construite. Et donc c'est cet élément-là que je voudrais développer. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que Duclos avait déjà posé à cette époque-là, c'est que souvent les représentations des risques des opérateurs sont perçues comme des distorsions subjectives par rapport à un point de vue d'expert qui serait des points de vue objectifs. C'est-à-dire que
les opérateurs, quand ils vont parler des risques, de la perception par l'odeur, par le corps, etc., ça serait des biais qui déformeraient la réalité du travail, sur lesquels on ne pourrait pas se baser en tant que préventeur, parce que c'est du subjectif, ce n'est pas des données objectives sur lesquelles on va pouvoir se poser. Et donc, lorsqu'on est dans cette manière d'aborder la question des risques, ben vous voyez que derrière, ce qui est très logique, c'est de dire que puisque ces perceptions des risques ou ces représentations des risques sont des mécanismes de distorsion subjective, on va former les gens aux bonnes pratiques, on va sensibiliser les gens aux bonnes pratiques et ça réglera le problème. Alors, dans la continuité de ces raisonnements, on va retrouver dans l'entreprise une sorte de dichotomie entre une prévention qui va être symbolique, où on va voir donc une grande diversité de prescriptions et de moyens de protection, et qui est promue par les experts de la prévention, et de l'autre côté, une prévention qui serait plus opérationnelle, si je reprends encore les mots de Duclos, qui serait développée par des savoir-faire portés par les opérateurs, et où ces deux niveaux-là ne seraient pas forcément en interaction. Alors, pour faire vite, dans ce projet, on est intervenu dans une dizaine d'entreprises. Le risque cytostatique, donc ça c'est un travail qui a été mené avec Karine Chassin dans un service oncologie du CHU. Il faut savoir que les médicaments qui permettent de traiter le cancer sont des produits eux-mêmes cancérigènes qui vont bloquer le développement des cellules cancéreuses. Donc cette question de la contamination du patient, de la chambre du patient et bien entendu des personnels de soins est un problème, je dirais, assez délicat. Donc on a essayé d'analyser un chantier naval, une usine de soudure inox, une usine de fabrication de décors stratifiés, et les exemples dont je vais vous parler viennent de là. Donc c'est par exemple cette table qui est en aggloméré est recouverte d'une couche de papier craft qui est passée dans des résines formolées ou phénolées, je reviendrai là-dessus. Une usine de fabrication de peinture routière, 4 exploitations agricoles, de la maintenance aéronautique et de menuiserie. Et donc, on a essayé de développer une méthodologie globale dans chacun de ces chantiers. Alors, dans l'exemple donc par rapport à ces différents exemples, je vais me centrer sur le terrain dans lequel je suis intervenu et que j'ai coordonné, donc cette usine qui fabrique des décors donc de panneaux de bois stratifiés. Donc, ce qui est spécifique dans ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on est resté 3 ans dans cette entreprise. On est rentré par le CHSCT, on a travaillé avec le CHSCT durant ces 3 années, et la direction de l'entreprise nous a laissé carte blanche, et je dis bien carte blanche, pour aborder le risque cancérogène, mutagène et reprotoxique, sachant qu'ils utilisent des résines à base de formol et à base de phénol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et l'entreprise m'a donné l'accord aussi d'utiliser l'autoconfrontation, un extrait de l'autoconfrontation de tout à l'heure. Dans l'équipe, donc il y avait des ergonomes et donc une anthropologue. Donc je vais vous présenter un petit peu comment ça s'est articulé. Et nous avions aussi 2 juristes qui ont été impliqués dans l'étude. Un qui a plutôt regardé la dimension REACH et une autre qui a plutôt regardé des aspects, je dirais, de droit du travail classique. Et René Barata a mené un certain nombre d'autoconfrontations, donc individuelles et collectives par la suite. Alors, pour la faire vite, du point de vue de la méthodologie, il y a eu plusieurs étapes. Première étape où là, la dimension anthropologique a été importante, et moi, c'est quelque chose dont j'avais absolument pas l'habitude, ça a été une immersion de type anthropologique. C'est-à-dire que Fabienne Goutille, anthropologue, a travaillé 1 semaine, 2 jours et 2 nuits, comme une intérimaire, dans un collectif de personnes, mais en disant qu'elle faisait partie du projet et que ce n'était pas une immersion masquée comme on peut retrouver parfois dans certains travaux de sociologie ou d'anthropologie. Là, tout le monde savait qu'elle faisait partie du projet. Et cette immersion nous a permis de découvrir avec un autre regard un certain nombre d'aspects
Je l'annonce et je reviendrai. Et parmi ces aspects que moi, je n'avais pas l'habitude de discuter, c'est les relations entre la sphère professionnelle et la sphère familiale ou domestique. Vous allez voir que ça va être un élément qui va jouer fortement par la suite. À partir de là, il y a eu un grand nombre d'entretiens où, du point de vue anthropologique, Fabienne a fait ce qu'elle appelle des captations de verbatim, donc des entretiens menés sur la base d'une grille d'entretien qu'on avait élaborée ensemble. Et à partir de là, il y a eu 4 situations ciblées et définies avec le CHSCT sur lesquelles on a mené des analyses et des observations de l'activité beaucoup plus détaillées. Alors, la spécificité du point de vue de l'analyse de l'activité dans ce que nous faisons, c'est qu'il y a de l'analyse de l'activité classique, bien entendu, mais comme on est sur des questions d'exposition à des produits, on va être amené à mobiliser des appareils qui permettent de mesurer en temps réel des concentrations, par exemple en composés organiques volatiles, et on va synchroniser ces éléments avec de la vidéo. Et donc, d'un point de vue méthodologique, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de repérer des pics d'exposition mesurés par les appareils et faire le lien tout de suite avec l'activité. Donc ça, et donc on va mesurer la fréquence cardiaque aussi, ce qui permet de discuter de la question des efforts. Et donc, sur la base de ce travail d'observation, il y a eu des restitutions aux opérateurs et il y a eu des autoconfrontations menées sur la base de ces mesures. Alors, le choix qu'on a fait dans ce travail, c'est de ne pas réaliser une expertise, donc un diagnostic comme les ergonomes font habituellement en fin de projet, mais de mettre en circulation des verbatims qu'on avait choisis sans, je dirais forcément les hiérarchiser, juste en faisant des thématiques sur un certain nombre d'aspects. Et la dernière phase du projet a été de construire des espaces de mise en circulation de ces verbatims qu'on avait pu collecter, qui pouvaient concerner des opérateurs, des agents de maîtrise, des préventeurs, mais aussi des membres de la direction. Et ce qui a été le plus abouti dans cette dynamique, c'est qu'à un moment donné, en CHSCT, on a proposé de couper en deux le CHSCT, de faire une matinée avec les élus, une matinée avec les représentants de la direction, et ils ont même élargi en fait à la totalité du CODIR, où on a repris des verbatims bruts de ce que disaient les gens, pour qu'ils découvrent, pour que les verbatims passent les mondes. Je reviens à ce que j'ai introduit tout à l'heure sur ces mondes qui ont du mal à communiquer, et il y a eu des découvertes assez étonnantes sur lesquelles je vais revenir. Donc voilà, en gros, pour faire vite, on pourra revenir sur la discussion, la méthodologie générale. Voilà un exemple d'analyse de l'activité avec une mesure de la concentration ici en phénol ou alors c'est pas une mesure, disons c'est une mesure rapprochée, il y a des calculs spécifiques, je ne rentrerai pas dans les détails, et ça va servir en fonction des phases de l'activité à des autoconfrontations avec les opérateurs où ils vont se voir travailler, mais ils vont se voir aussi exposés. Et en général, on fait une première autoconfrontation sans la mesure et une deuxième autoconfrontation sur la même séquence avec la mesure. On a eu aussi un travail autour des gants, puisqu'on s'est rendu compte que les équipements de protection étaient symboliques, portaient en eux-mêmes toutes ces différences de représentation. Et que ce soit au travers de l'immersion, des entretiens ou des observations, c'est quelque chose c'est un thème qu'on a essayé de nourrir. Alors, à partir de là, je voudrais vous présenter une séquence de 4 à 5 minutes d'une autoconfrontation qui a été menée avec les opérateurs. Alors, en introduction de ça, je voudrais rappeler des éléments du process. Nous sommes dans une usine qui fabrique ces décors stratifiés. Ça ressemble à une imprimerie d'une certaine manière. Vous avez des feuilles de papier craft qui sont déroulées, qui passent dans des bains de résine, qui sont séchées, coupées et stockées par la suite. Quand vous commencez à mener des entretiens généraux avec les opérateurs sur, pour vous, c'est quoi les risques à ce poste-là ? Risque chimique, ils ne vont pas en parler. Si vous posez la question, risque CMR, pour vous, c'est quoi ? Ils ne vont pas en parler. Déjà, ça surprend. Si vous les regardez travailler,
ils ne vont pas se protéger de manière spécifique. Vous allez voir certaines vidéos, ils ne sont pas protégés de manière spécifique. Et très vite, on pourra en conclure qu'ils n'ont pas de représentation des risques. Très vite, on pourrait conclure cela. Et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans une grande majorité de la littérature, ou sur des méthodologies à base de questionnaires, par exemple, la représentation des risques, elle ne sort pas. Et vous verrez qu'en perspective, mais je le pose pour que ça soit un point qu'on puisse discuter, sur comment la méthodologie qu'on met en œuvre pour accéder aux représentations des risques, elle-même ne va pas induire des biais du point de vue de la nature de ces représentations des risques. Donc ça, c'est un point vraiment de départ qui nous a frappés. Et pourtant, quand vous allez dans le détail de l'analyse de l'activité, quand vous faites des autoconfrontations basées sur les mesures et des autoconfrontations collectives, vous allez voir qu'il y a des choses assez incroyables qui sortent. Et donc, j'ai sorti 4 thèmes là, juste pour vous donner des fils sur la séquence. Vous allez vous rendre compte que se protéger, c'est beaucoup plus complexe, y compris avec des gants, des choses relativement simples. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Vous allez vous rendre compte que la contradiction entre sauver la production, faire vite et se protéger, elle est lourde à porter et que très souvent, on va privilégier faire vite pour sauver la production plutôt que de se protéger. Et vous allez vous rendre compte, et ça pour moi ça a été une découverte frappante, que les opérateurs ont intégré, quand vous créez ces conditions-là pour qu'ils puissent parler du travail et de l'exposition, des connaissances très très fines sur les expositions et des connaissances très très fines sur les limites des moyens de protection qui sont proposés. Alors, je vous emmène, si la technique le veut, il faut rester modeste des fois. Donc, nous sommes ici au niveau du séchage des feuilles de papier craft. Et vous voyez une casse qui s'est produite, comme souvent dans le process. Et donc, alors... On a passé 30 ans sur un cas. Le fait qu'on vous oblige à porter des gants ou qu'on mette des gants à disposition, c'est récent. Oui. Non, mais les gants, je veux dire. Les jetables, là. Les jetables, Les jetables, c'est pas mieux, non. Mais les autres, on les a toujours. Oui, mais on ne nous obligeait pas à avoir des gants pour en mettre les mains dans la ligne, quoi. Ouais. Là, on t'a donné, tu fais ce que tu veux. Tu prends le cas des IM, avec les gants, tu ne peux pas travailler, donc personne ne les prenait. Allez-y, expliquez-moi un petit peu pourquoi. Donc là, c'est René Barata qui parle. Ce qu'il a fait là, attraper sans gants, on est 99% à le faire. Sur un truc rapide, on ne prend pas le temps de prendre les gants. Non, mais ça, si chaque fois on prend les gants, on nettoie la machine à chaque fois. Il faut aller vite, hein. Ça casse, s'il faut prendre son temps pour prendre des gants, il faut prendre. Il faut aller vite, pourquoi faire au moment où il va Là, vous avez bien vu, parce que le papier il reste cool. Plus vous mettez le temps à réagir, plus le papier va couler, et après vous avez une nettoyage derrière. Donc si vous arrivez à réagir relativement vite, vous arrivez à rembarquer rapidement et à démarrer la machine rapidement. Alors on voit qu'il est temps à sauver quand même. Non. Mais bon, normalement il sauve. Ouais, Et ça repart et ça redémarre plus vite. Parce que c'est de... Qu'est-ce que vous appelez, vous dites, on peut sauver? Et la feuille, on voit le passage, l'embarquement, tout ça, dans les rouleaux, et on agit vite pour essayer de sauver ce travail qui avait déjà été fait que la machine tournait. Et bon, là, il n'est pas arrivé, des fois il arrive, et on gagne du temps sur l'arrêt. On a moins d'arrêt. La machine ne redémarre plus vite. Si vous devez repartir au bout, autour, repasser la feuille, ou mettons que la moitié de la machine, ça fait une différence. Donc après, on agit dans l'urgence pour essayer de sauver quelque chose. Et des fois, on n'y arrive pas, il est pas arrivé. En plus, avec le système de ligne, il faut savoir que si jamais on est obligé de rembarquer les pages, déjà là, il faut nettoyer les côtes. Tous les rouleaux, On peut en faire un temps, à ce moment-là, il est important. Donc, plus vite on réagit quand ça casse, plus vite on
recharger complètement pour être Il faut repartir de zéro, repasser la feuille, tous les rouleaux. Si on n'agit pas comme ça, rapidement, c'est vrai, on peut prendre notre temps. Hein. Après, à base de, allez, on va dire 20 minutes, vous allez être avec une heure. Le temps de tout nettoyer, si ça a collé, le papier a fait le tour des rouleaux, il y en a plein des rouleaux, il y en a partout, il y en a dans la cuvette, si vous prenez le temps, c'est la catastrophe. Donc après oui, parce que théoriquement, alors, on devrait prendre le temps de prendre les gants, de mettre bien les lunettes. Après, pour moi, il faudrait autre chose, une combinaison, parce que le produit est quand même, c'est pas, il est nocif. Donc si on casse et qu'on voudrait vraiment travailler dans la sécurité, on en a pour demi-heure à s'habiller. Alors après, on n'a pas plus. Voilà, parce que les habits en tissu avec la résine, c'est comme si on n'avait rien. Hein. La résine tombe sur le pantalon de travail, elle est contre la peau. Hein. Donc, je rappelle, hein, c'est les mêmes dont on pouvait penser qu'ils n'avaient aucune représentation des risques par entretien général ou par analyse, premier niveau d'analyse de l'activité. Le tissu absorbe, donc il faudrait une combinaison. Donc on ne peut pas passer quand même une demi-heure à s'habiller parce qu'on a cassé. Quoi. Est-ce que les formes de tablier, ça serait plus rapide à enfiler? C'est quelque chose qui serait plus pratique? Je ne sais pas. Parce qu'après, on les enfilerait dans ce Et la peau, le visage? Après, oui, mais sinon, sur la partie du corps. Le visage et tout, vous vous rendez compte? Après, à un moment donné, on avait des visières. Et les visières, l'été, on ne pouvait pas travailler avec. Et l'habillé. Tout à l'heure, vous disiez que parfois, la tête, dans ce genre de situation de cas, ça peut être un moment où vous pouvez percevoir mal à la tête Non, pas forcément. Ça a eu, il y a longtemps, oui. Si on cassait, c'était vraiment affreux. Parce qu'il n'y avait pas de respiration, il y avait de mauvaises respirations. Et il y avait un brouillard dans l'atelier. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu? Hier. Allez, ça ne glace pas. qui s'est passé à respiration. Ça ne glace pas. On est passé. Comme ça ne détecte plus la feuille, les aspirations s'arrêtent. Il y a un asservissement électrique qui fait que dès qu'il n'y a plus la feuille, la machine s'arrête. Et l'aspiration aussi. Ouais. Ça n'a rien d'urgence qui a fait que ça. Oui, aussi. Ça peut le faire si on arrête l'urgence. Donc là, un bel exemple de situation dégradée à gérer où le système de sécurité n'est pas prévu, puisque vous voyez, quand vous redémarrez derrière, les aspirations sont arrêtées. Donc cet exemple de ce lien sécurité gérée, sécurité réglée par des processus de sécurité construite que nous animons, que vous pouvez animer, représente des enjeux importants. Alors j'ai encore 2 minutes à vous montrer. Ils ne sont pas évacués, vu que les ventilos tournent. Par les ouvertures du four, il sort des gaz. Là oui, vous pouvez aller voir avant mal à la tête. Et encore, ça a bien fait des progrès parce que il y a 15 ans de ça, quand on faisait Excel, le conducteur palette, vous ne voyez pas le conducteur mobile. Et on a travaillé comme ça des années et des années. Je me rappelle des visites. Les visites, ils pleuraient. En passant. Nous, on ne faisait plus attention parce qu'on était gazés quasiment tous les jours. Et les gens, eux, les visites étaient passées, arrivaient au bout de la machine et pleuraient. C'est vrai qu'ils étaient de l'esprit. Les visites, les gens qui ne sont pas habitués. Ils pleurent, c'est sûr. Ça, c'est vachement bien amélioré. Et ça veut dire, quand il y a une coupure de feuilles, ça arrête la machine et les aspirations. Ouais. C'est que on arrête la machine, on place le ventilo sous un défaut. Alors, on soit les défauts, la fumée sont autant. C'est acceptable. C'est en sécurité, ouais. Après, ça gaze. Et les gars, ils font rien quand ça gaze. Non. les lunettes. Et les lunettes non plus. Mais le nez, par contre, bien. Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par ça gaz? C'est les gaz qui sortent. C'est les gaz de résine phénolique. Donc, c'est pas trop bon, quoi. Il y a de tout, là. Vous
sac à dos à l'entrée, au milieu. Partout. Dans les joints de porte, partout. C'est le four, c'est le four. Oui, c'est le niveau du four. C'est les gaz du four qui sortent. Ils sont plus aspirés. Et qu'il y a du papier dedans qui stagne, qui ne passe pas. Quoi. Donc c'est cassé. Et là, c'est infernal. Donc je vais en rester là du point de vue de la vidéo. Et je voudrais maintenant essayer de reprendre les éléments que je vous ai proposés pour essayer de les mettre en discussion. Alors, je n'ai pas mis l'exemple des sacs à dos et des bonbons, mais ça vaut le coup d'y revenir. En fait, les opérateurs, ils ont comme pratique d'amener leur casse-croûte dans leur sac à dos et de le laisser à proximité des machines, leur sac personnel. Donc ce sac, il revient à la maison, il est dans la voiture, etc., etc. Et ils ont aussi des équipes où il y a une bonne ambiance. Chacun à son tour amène des bonbons que les uns et les autres vont picorer. Et donc là, on est sur... Donc autant vous avez vu qu'il y a des représentations du risque qui sont très très fines, contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. La discussion sur... Ils nous embêtent avec les gants, avec les lunettes, mais vous croyez vraiment que c'est efficace quand... Est-ce que c'est pas par les vêtements que la question se pose? Ils ont tout compris. Donc les représentations du risque opérationnel, elles sont là. Et en même temps, on va pouvoir retrouver des pratiques comme la question des sacs à dos, où il va y avoir des sacs à dos qui vont porter l'odeur, et quand les gens parlent de ce que leur épouse ou leurs enfants leur envoient quand ils rentrent à la maison, mais là, tu sens l'usine, tu sens le produit, cette odeur, elle poursuit les gens. Et il y a même eu des témoignages dans certains cas où le corps porte le produit. C'est-à-dire que l'épouse va parler de l'odeur de son mari dans l'intimité, de l'odeur qui est portée. C'est quelque chose qui est vraiment visible et c'est là où je vais faire le lien avec la vie domestique. Et donc là, vous voyez, à la fois, au début, quand on arrive, une impression qu'il n'y a pas de représentation du risque. Et quand on crée les conditions au travers des autoconfrontations telles qu'on les a construites, il y a des choses qui sortent qui sont d'un niveau de finesse importante, et y compris des situations méconnues par l'entreprise, par les HSE sur ce problème de panne au niveau du ventilateur. Et donc dans la mise en circulation des différentes données, des verbatims, et y compris de ce film-là, ça a été une manière aussi de faire circuler les représentations. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on tire comme leçon, et je reviens à la dimension nationale du projet, aux différents projets. Cette usine, comme les autres usines dans lesquelles il y avait eu des CHSCT, il y avait des CHSCT. Si on reprend l'histoire du développement de la prévention, dans l'usine en question, ça date de 2006. Et qu'est-ce qu'il y a à l'initiative à l'époque? Il y a des membres de CHSCT qui se sont formés en dehors de l'entreprise ou qui avaient des connaissances avec des gens du monde de la chimie qui ont été alertés sur certaines choses. Un médecin du travail qui a été très présent, ou un changement de médecin du travail qui a dynamisé les choses, un changement d'inspecteur du travail qui a aussi dynamisé les choses. Et en gros, c'est une série de mises en demeure de l'inspection du travail, puis le rachat de l'entreprise par un groupe plus important qui a pu injecter des investissements pour équiper d'aspiration, qui ont permis la transformation, une mise en œuvre de la prévention dans l'entreprise. Donc cette question autour de la construction sociale et cette question du rapport de force qui est nécessaire à un moment donné pour faire bouger les choses, et vous voyez avec un concours de circonstances d'acteurs internes, extérieurs, etc., et une direction qui comprend à un moment donné qui a des enjeux, sachant que 2004 c'est les premiers décrets CMR, vous voyez on est dans un contexte spécifique où en gros, sans ces rapports de force-là, les transformations a priori, dans ce qu'on a reconstitué, ne se serait pas produit. Donc, c'est toujours difficile de reconstruire a posteriori avec des si, on referait bien le monde. Mais là, dans les différents entretiens, y compris menés avec la direction, c'est cette conjonction d'événements qui a permis de faire bouger les choses, et avec un rôle essentiel joué par l'infirmière du travail de l'époque, qui faisait la traduction entre les données scientifiques, le point de vue du médecin, était très proche des opérateurs. Là, l'infirmière du travail a joué un rôle essentiel.
Deuxième point qui ressort de l'analyse, donc on a mené une analyse des pratiques de sécurité réglées, si je fais le lien avec le modèle de la sécurité de tout à l'heure. Donc on s'est intéressé à comment était menée l'évaluation des risques, quels étaient les supports de l'évaluation des risques, quels étaient les supports d'information, de formation, etc., qui étaient mis en œuvre. Et ce qui est flagrant, c'est qu'il y a une déconnexion très forte entre l'évaluation des risques telle qu'on va la retrouver dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et l'évaluation des risques chimiques. C'est deux choses qui sont menées en parallèle et qui ne communiquent pas en tant que telles. Et au poste de travail, la question du risque CMR ou du risque chimique, c'est quelque chose qui est très très peu abordé. Et la mise en circulation des représentations ou des verbatims au sein de l'entreprise a fait apparaître que la stratégie avait été définie comme étant portée d'informations portées par les agents de maîtrise, et les agents de maîtrise, dans ce qu'ils ont dit, mais nous, on est incapable de porter ça, c'est trop complexe, c'est trop difficile, et puis on a la production, et la direction, à un moment donné, a pris conscience que cette organisation implicite autour des agents de maîtrise n'était pas tenable. Sur la question de l'accessibilité aux connaissances ou aux dangers, entre les classifications européennes, qui en plus changent. On est passé de l'ancienne à la CLP. Puis la classification du CIRC, avec des catégories qui ne se recouvrent pas totalement. On est sur une grande difficulté à aller rechercher des informations, y compris parfois par des spécialistes. Il faut vraiment être accompagné pour pouvoir appréhender c'est quoi un cancérogène probable ou possible. Alors, on est sur des niveaux de nuances qui, dans bien des cas, ne sont pas opérationnels du point de vue de ce que les opérateurs ou certains acteurs peuvent intégrer. Un élément, vous avez vu, qui a été en partie illustré par cet extrait, et on a d'autres analyses qui le montrent. Se protéger, c'est une activité à part entière. Donc si je reprends cette situation, en théorie, les opérateurs devraient avoir 4 paires de gants sur eux. Une paire de gants anti-coupure, parce que la feuille de papier sous tension qui circule, c'est quelque chose qui tranche comme un rasoir, donc des gants gris anti-coupure. Des gants chimiques pour se protéger, pour protéger la main quand il retire du papier qui a été recouvert de résine. Des gants manchettes longs quand il faut plonger dans les bacs de résine, et une 4e paire de gants qui est utilisée pour éviter de marquer avec des traces de doigts le papier qui par la suite va servir de décor et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ces traces de doigts seront des problèmes de qualité, de non-conformité derrière. Donc en permanence, il faudrait que ces opérateurs aient ces 4 paires de gants et qui jonglent d'une paire de gants à une autre selon ce qu'ils sont en train de faire. Et vous voyez, par rapport à la discussion, il faut sauver la production, il faut éviter de rembarquer, de tout nettoyer, que c'est quelque chose qui va rentrer en opposition avec une logique orientée production, et on a affaire à des compromis qui sont complexes. Mais si on va plus loin dans l'analyse de l'activité, qu'est-ce que je fais d'une paire de gants chimiques qui ont été contaminés et que je dois amener avec moi? Je les mets dans ma poche, je les mets où? Je les laisse sur le poste de travail, mais ils vont recevoir des produits. Et la gestion, si on s'intéresse au suivi des gants comme marqueur de la complexité de la protection, c'est quelque chose qui va être intéressant et donc qui parfois est complètement illusoire dans les situations de travail. Alors, on pourrait discuter dans ce qu'ont dit les opérateurs. Ils disent, et là il y a eu une très belle discussion avec le directeur industriel, ils ont intégré le fait que ça prenait trop de temps se protéger. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on ne peut pas discuter sur le temps que ça prend et sur l'articulation avec la production? Et donc là, il y a eu des discussions très, très intéressantes. Donc sur la question des représentations du risque, en fait, on a identifié une très grande diversité de représentations, mais dans la plupart des cas, ils avaient des représentations sur les produits. Et ce qui me semble important, et je pense que c'est des choses que vous avez déjà rencontrées, c'est que ces produits, cette représentation du risque, elle est alimentée par les modalités perceptives, en particulier l'odeur, en particulier ce que ressent la peau. Et ça, c'est un élément qui va structurer ces représentations. Alors, un point que je voudrais poser, et là qu'on est en train d'articuler sous forme de publication, c'est que
ces représentations-là, on peut les qualifier comme on veut, de représentations naïves, si je reprends ce que Rémi Coibenan propose, de représentations profanes. En tous les cas, les opérateurs sont des experts de l'exposition, de leur propre exposition. Et que ces représentations, je reprends juste la finesse sur, vous imaginez ce qui passe par le corps, vous croyez que les lunettes élégantes, ça suffit, démontrent qu'ils ont une expertise, ils ont des représentations expertes sur leur exposition et qui, parfois, peut être en tension avec les représentations des experts. Alors, ces représentations, elles vont intégrer tout un tas d'éléments. Je vais passer vite, y compris sur ce qui se passe dans les médias, sur la question des pesticides. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que les pesticides sont problématiques. Donc, on pourrait y revenir. Et ce que je voudrais développer ici, c'est que la proposition qu'on fait en termes d'analyse, c'est que ces représentations chez des gens qui sont expérimentés, comme les opérateurs que vous avez vus, elles sont présentes. Simplement, il y a des situations dans lesquelles elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles semblent comme enquistées, comme congelées, comme bloquées, comme vous appelez ça, comme vous voulez, dans des contextes où leur représentation de leur capacité à agir, de leur pouvoir d'agir sur la situation, est complètement limitée. Et ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est d'intégrer la posture sacrificielle qu'on peut retrouver et qui a été proposée tout à l'heure par les opérateurs, mais surtout de faire le lien avec la sphère domestique. Et là, je voudrais vous raconter une histoire qui provient de l'immersion réalisée par l'anthropologue. Fabienne se lie avec une dame qui travaille sur un poste, donc pas le même poste que vous avez vu là. Et cette dame raconte qu'elle travaille souvent de nuit et elle rentre vers 6h du matin chez elle et il y a un rituel dans sa famille, c'est de dire... Alors j'ai oublié, pardon. Juste au début, même constat que pour les opérateurs, vous lui posez la question, c'est quoi les risques chimiques, elle ne sait pas répondre, vous la regardez travailler, elle ne se protège pas, et vous pouvez conclure qu'elle n'a pas de représentation des risques. Et dans l'histoire, cette dame raconte, je rentre chez moi vers 6h du matin, et puis il y a des fois, je suis tellement fatigué que je ne prends pas le temps de me doucher. Et à 7h, il y a un rituel, ma fille vient me faire un bisou avant de partir à l'école. Eh bien, quand je n'ai pas eu le temps de me doucher, je repousse ma fille et le bisou de ma fille avec toutes les émotions qui vont avec, de peur de lui transmettre des produits qui viendraient de l'usine. Et donc, ce lien entre le professionnel et le domestique nous fait dire que dans les sphères d'activité où on pense qu'on peut agir, il va y avoir des stratégies, je pourrais vous raconter d'autres histoires, des gens qui vont laver leurs vêtements dans une autre machine à laver pour ne pas contaminer ceux de la famille, etc. Alors que les mêmes personnes, dans des situations de travail où ils imaginent, soit ils l'imaginent, soit ils ne peuvent pas agir sur la situation, ne vont pas se protéger. Donc cette question de représentation enquistée, d'une part, du rôle de la sphère domestique et dans l'agriculture, du rôle des épouses comme sentinelles de la santé qui vont rappeler les questions de dangerosité, de maladie, c'est quelque chose qui nous semble important et qui nous semble prometteur du point de vue des évolutions des pratiques de prévention, puisque vous voyez, il y a un enjeu à articuler ces différents mondes et de développer des marges de manœuvre dans chacun d'entre eux. Donc on peut discuter donc des biais, des méthodologies qu'on met en place pour pouvoir accéder à ces représentations. Est-ce que ce sont des biais réels ou est-ce que ce sont des biais induits ? On peut discuter, et là pour moi c'est un enjeu de la prévention, d'ouvrir des espaces pour désenquister ces représentations et en faire des ressources pour la prévention. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, et ça c'était la dernière diapo, donc j'ai peut-être été un peu long, mais voilà en gros ce que je voulais vous présenter comme matériaux un peu chauds encore. Vous voyez, on est en train de les trier, de les structurer pour de nouvelles aventures, mais cette question de l'approche combinée ergonomie qui rentre sur le travail, anthropologie qui fait les liens entre le travail et la vie hors travail, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait.
et qui est prometteur pour nous, en particulier sur la question des pesticides, sur lesquels on va continuer sur cet aspect-là. Et vous voyez qu'en termes de formation, en tous les cas, ça ouvre un certain nombre de perspectives pour pouvoir s'appuyer sur les représentations qu'ont les gens et pas sur celles qu'on suppose qu'ils n'ont pas. Écoutez, merci. Je suis à votre disposition pour les questions.